Voilà. Ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette dernière session du mois de l'éducation ouverte. Ouverture et dialogue entre communautés de l'éducation ouverte qui est offerte par l'équipe de Open Education Global francophone. Donc, merci beaucoup. On en profite, Nadia et moi, qui formons l'équipe de coordination du mois de l'éducation ouverte pour prendre peut-être un petit temps, là, une dizaine de minutes pour clore ce mois-là avant de passer le micro aux gens d'Open Education Global francophone. Donc, cette année, la thématique du mois de l'éducation ouverte était cultiver l'ouverture, savoir, pratique pédagogique et communauté. Puis en fait, en réfléchissant à qu'est-ce qu'on pouvait bien dire comme, comme mot de clôture, j'ai réalisé en fait que la thématique cultiver l'ouverture, elle a été présente à différents niveaux, mais en fait à deux niveaux. Tant dans la programmation, puis je ne sais pas, Nadia, si tu veux remettre la programmation, le lien vers la programmation, comme ça les gens peuvent la voir en même temps. Donc, on voyait ces thématiques-là au travers les propositions qui ont été, les activités qui se sont déroulées. Mais on a aussi, euh, j'ai aussi remarqué que cette thématique-là a émergé de la collectivité qui était tant présente en tant que public, mais qui a offert aussi des activités. Puis un exemple tout simple, c'est à l'automne dernier, un simple courriel aux gens, à nos listes habituelles. Bonjour, programmation en cours pour le mois de l'éducation ouverte, appel à contribution. Hop, quelques semaines plus tard, on avait une programmation, mais une très belle programmation riche, variée. Donc, pour moi, c'est un indicateur d'une vitalité, d'une certaine vitalité de notre communauté francophone en éducation ouverte. C'est une jeune communauté, une communauté en plein essor, une communauté qui est curieuse, qui souhaite développer ses connaissances, ses expertises, puis qui souhaite aussi consolider son réseautage. Donc, je trouve que ce matin, l'activité de ce matin vient vraiment permettre pas de clore, mais en fait de dresser une belle ligne de départ pour continuer pour l'année en cours au niveau de nos dynamiques. Je me suis amusée ce matin, j'ai réouvert les programmations de 2024-2025 pour comparer avec notre programmation 2026. Puis là aussi, je trouvais que c'était un indicateur de la vitalité de notre communauté. Rapidement, en 2024, on avait 16 activités offertes par 8 établissements et organisations. Il y en avait, bon, c'est France et Canada et Belgique aussi. 2025, on monte à 19 activités offertes par 8 établissements encore et organismes. Et en 2026, ben là, on est rendu à 22 activités qui ont été offertes par 14 établissements et organisations. Donc, il y a davantage d'établissements et d'organisations qui veulent contribuer à la programmation. Alors, ça, c'est intéressant. J'ai aussi constaté qu'au niveau des sujets, entre 2024, 2025, 2026, il y a eu un gain en termes de maturité ou un gain en termes d'expertise. En 2024, on était beaucoup dans les bases, l'introduction à. Et alors que cette année, on était davantage dans. On allait même dans des. On a eu des. Je vais vous le dire, on a eu des. Et je prends l'horaire. Moi, j'ai retrouvé cinq grandes thématiques dans lesquelles on avait des communications qui nous ont permis de palper, en fait, ce gain de maturité-là. Il y avait une axe de communication sur tout ce qui touche recherche en éducation ouverte, notamment, il y a eu le panel de la chaire Relia, il y a eu les présentations de Barbara Classe aussi, qui émergent de démarches de recherche. Ensuite, il y a eu tout ce qui touche la création et la promotion de REL. Il y a eu l'activité sur le cru et le cuit d'une REL, utiliser le domaine public pour les REL, l'histoire d'une REL en mathématiques, nos classiques vitrines REL, qui en avaient 3 cette année. Ensuite, il y avait des. Cette année, on s'est vraiment démarqué par rapport aux années précédentes concernant les pratiques de pédagogie ouverte. C'était beaucoup plus présent que dans les propositions précédentes. Il y a eu notamment, puis vous pourrez le revoir, Nadia, même si tu veux mettre le lien vers les enregistrements, je sais que tu vas en parler plus tard, mais il y avait des travaux jetables au savoir durable de Béatrice Pudelco, qui était vraiment sur des pratiques pédagogiques ouvertes.
la gestion de projets de réel proposés par CIRLEA, qui est aussi au niveau d'une pratique pédagogique, mais l'organisation de ces pratiques-là. Il y avait l'exploitation de Wikipédia à l'université, de l'île aux Coudes à Hochelaga. Et il y a aussi l'évaluation des apprentissages en éducation ouverte et libre. Il y avait tout un pan dans la programmation qui touchait la mutualisation des pratiques et la consolidation des réseaux. Évidemment, l'activité d'aujourd'hui est directe dans ce créneau-là, mais il y a aussi le panel sur l'innovation pédagogique et les réels, la mobilisation des connaissances offertes par l'Université d'Ottawa. Il y avait la collaboration et le partage autour de l'éducation ouverte en bibliothèque par le PBUC, intéressant, un consortium au niveau des bibliothèques universitaires du Québec. Puis, il y avait une communication que j'ai faite, moi, et conjointement avec Polytechnique Montréal, partage de pratiques, où en sommes-nous? Et il y avait deux activités que moi, je n'arrivais pas à les mettre dans les actes. Je fais, bon, on va faire une qui est plus promotion ou réflexion ou philosophie qui soutiennent l'éducation ouverte. Il y avait l'activité proposée par Lucie de la chaire Elia, le losange de l'éducation ouverte, une belle activité à reprendre dans nos réseaux pour promouvoir l'éducation ouverte. Et il y avait le café Jazette avec Colin qui était mardi dernier. Pourquoi ne pas partager? Alors, je dois vraiment souligner la générosité des personnes qui ont offert ces activités-là, le temps, l'énergie, puis le partage sincère. C'était vraiment, j'ai ressenti le désir de partager, pas nécessairement pour briller, mais de partager avec rien en retour. Partager en disant, ben, nous, on est rendu là. Si on peut vous éviter des écueils, tant mieux. N'hésitez pas à reprendre. Vous, que se passe-t-il dans vos établissements? Donc, il y avait de beaux dialogues, de la belle mutualisation qu'il y a eu, qui s'est concrétisée, en fait, tout au long du mois. Je profite pour mettre de l'avant aussi l'aspect équilibré de la programmation. Puis ça, quand on travaille dans une programmation qui est internationale ou tu sais, où on veut francophone, donc, ben, on veut des activités qui arrivent à toucher différentes personnes. Donc, on a eu des gens dans le public, des bibliothécaires, conseillers pédagogiques, des enseignants, des directions. Il y avait des gens d'organisations ministérielles, d'organismes parapublics, des gens des collèges, des universités. Donc, c'était assez varié comme public cible. On avait le souci d'un horaire accessible. Donc, des activités de 45 à 60 minutes pour la plupart, pas plus d'une activité par jour pour ne pas surcharger le quotidien. Puis on a privilégié des horaires accessibles au niveau transatlantique. Donc, le matin pour le Québec, en après-midi pour l'Europe. Donc, on avait vraiment ce souci-là au niveau de l'organisation de la programmation. Puis d'ailleurs, on a pu remarquer que dans le public, on avait, selon les activités, toujours entre 10 et 20 du public cible qui était européen. 60 à 80 qui étaient plus Canada, Québec, Winnipeg, Ottawa, Alberta, Nouveau-Brunswick. Donc, la francophonie canadienne a aussi émergé. Parmi le public cible, on a vu aussi quelques personnes qui venaient, bon, nord de l'Afrique, Afrique francophone. Donc, c'est vraiment chouette. Il ne faut pas arrêter les efforts. Je pense que cette année, on a atteint quand même une belle représentativité francophone, mais il ne faut pas arrêter. Il faut continuer, en fait, d'avoir une belle programmation riche qui nous permet ces échanges-là, puis de cultiver les partages et les savoirs. Alors là, je vais laisser Nadia prendre la parole, puis elle va pouvoir nous communiquer les statistiques d'assistance pour le mois de l'éducation ouverte. Merci, Marianne. Puis je dois avouer que pour avoir participé l'an dernier au mois de l'éducation ouverte, de ne pas avoir à présenter le b.a.-ba des REL, c'était rafraîchissant. Quoique très utile, mais disons que c'est intéressant de pousser un peu plus loin, comme tu as mentionné. Le mois de l'éducation ouverte, hein, c'est près de 500 inscriptions cette année, un total de 465 présences et une moyenne de 22 personnes par activité. Nous sommes très heureux de ce ratio inscription-présence qui est vraiment un record, hein. On sait, on est à notre 4e année, mais c'est un record. Cela démontre l'intérêt, le sérieux et l'engagement de la communauté francophone à l'égard de l'éducation ouverte. Évidemment, Marianne l'a mentionné précédemment, la provenance de ces 500 personnes est variée autant par le type d'établissement d'attache que par la couverture géographique dans le monde francophone.
Nous tenons également à remercier les présentateurs et présentatrices qui ont accepté d'être enregistrés. Et avec celle d'aujourd'hui, cela donne une playlist YouTube de 17 activités, donc disponible sur la chaîne de la Fabrique. Je l'ai précédemment partagée, donc avec le lien. Probablement qu'on va le refaire, partager ces liens-là à la fin de l'activité. On vous encourage à revoir et partager cette liste dans votre milieu pour faire connaître ou simplement mettre à jour l'actualité en lien avec les REL et l'éducation ouverte. Après ce mois riche en découvertes, peut-être en émotions pour certains, est-ce qu'on se dit à l'année prochaine? Ça serait bien, hein? Vous le savez, organiser une programmation du genre nécessite quelques mois de travail à l'avance. La Fabrique Réelle désire renouveler ce rendez-vous annuel et si le défi vous intéresse, nous sommes toujours enthousiastes d'accueillir de nouveaux collaborateurs et collaboratrices. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire partie du comité organisateur et si le défi vous intéresse. Mais d'ici là, pour celles et ceux qui se retrouveront en manque de réel, d'éducation ouverte, de présentation, dans les prochaines semaines, nous vous offrons de la lecture très enrichissante. Alors, je vous partage une série de 16 articles de blog qui sont offertes par la chaire UNESCO Relia de Colin de la Higuera. Et puis, si vous l'avez manqué, hein, vous savez qu'il a fait 2 présentations durant le mois de l'éducation ouverte. Je le partage dans le clavardage. Voilà. Donc, les textes sont rédigés par des acteurs et actrices internationaux qui œuvrent dans le domaine et proviennent évidemment de différents pays. D'ailleurs, la dernière publication a été faite ce matin et la Fabrique Réelle a eu la chance de collaborer avec Nantes Université et l'Université catholique de Louvain. Évidemment, l'Université Laval par moi et l'Université de Sherbrooke avec Miguel qui est présent avec nous aujourd'hui. La seconde proposition de lecture, bien, je laisserai mon collègue Claude la présenter. Alors, je lui donne la parole à l'instant et je ferme mon micro. Eh bien, bonjour tout le monde. D'abord, je félicite mes deux collègues organisatrices de la Fabrique Rel. Moi, je trouve ça extraordinaire de les voir aller, là. J'ai vu l'événement tranquillement évoluer et puis il y a un magnifique travail derrière tout ça. Puis je pense que c'est une progression qui va continuer dans les prochaines années, clairement, parce que, comme on l'a vu, les statistiques augmentent, l'intérêt augmente, on attire des gens de différents milieux. Alors, bravo. Euh, on m'a demandé de présenter en fait une initiative. C'est justement encore une fois un peu autour des activités de la Fabricale. Je suis depuis 7 ans maintenant, depuis pratiquement les débuts de la revue. Euh, je suis Est-ce que je peux partager mon écran? Je pense que je peux pas, hein, malheureusement. Je te fais ça tout de suite, Claude. Oui, donc je suis associé à la revue Médiation et Médiatisation, qui est une revue donc sur l'éducation. Ok, je pense que je peux maintenant. Sur le numérique et l'éducation, vous la connaissez peut-être. Je suis coordonnateur à l'édition dans cette revue-là. C'est une revue publiée essentiellement par la Télé-Université, Université TÉLUQ, en fait, qu'on dit maintenant. Et puis, donc, on est à notre convention, ça a commencé en 2019, on est à notre 23e numéro. Et le numéro, justement, que je vous présente aujourd'hui, c'est un numéro sur les ressources éducatives libres en éducation ouverte. Et puis, donc, à l'ère de l'IA générative, c'est une idée qui a germé, bon, on va le dire, dans la tête de Marianne et moi. Il y a à peu près une couple d'années, on s'est dit, je voyais la perspective, ça fonctionne beaucoup la revue avec des numéros thématiques, et puis je me suis dit, ce serait bien de faire un numéro thématique sur cette question-là, des ressources éducatives libres, l'éducation ouverte.
On a constitué une équipe. Vous voyez ici l'éditorial, c'est ce que je vous montre actuellement. C'est pas encore publié en passant. Ça va être seulement publié la semaine prochaine ou dans 10 jours au max. Vous savez ce que c'est un processus d'édition. On est toujours à la dernière minute. Et voilà, donc on est allé chercher, outre Marianne et moi, trois autres personnes pour la coordination. Stéphanie Ovington, qui est prof à l'Université Laval, à Barbara, qui est probablement avec nous aujourd'hui. Là. Je pense que c'est la bonne Barbara, d'Unidistance et l'Université de Genève, et Lilia Cheniti-Belkadi, qui, elle, est à l'Université de Sousse. Donc, plus des profs. Et évidemment, c'est une revue scientifique. Donc, on s'est dit, nous, Marianne et moi, on est des personnes conseillères pédagogiques. On est moins dans la recherche en soi. Ça nous formait une belle équipe de coordination. Donc, vous voyez, c'est l'éditorial que je parcours ici. Je m'en sers pour vous parler un peu de la structure. C'est une revue où il y a non seulement des articles scientifiques, donc des articles de synthèse connaissance, revue de littérature, des articles de recherche aussi. Vous voyez, on en a deux articles de synthèse, connaissance, revue de littérature, deux articles de recherche, mais il y a aussi des articles de praticiens. Vous voyez, il y en a plusieurs, on en a 6. Articles de praticiens, c'est intéressant parce que, bon, c'est plus au niveau, justement, des personnes conseillères pédagogiques très souvent. Parfois aussi de personnes qui ont des professeurs, par exemple. Dans ce cas-ci, on a fait appel à toutes les personnes à la Fabrique Rel, à toutes les personnes, aux gens qui ont bien voulu soumettre une communication, qui ont développé un projet. Donc, dans un contexte de praticien. Et c'est pas tous les profs qui s'en vont jusqu'à la publication. Vous le savez, lorsqu'on crée une ressource dans une démarche SOTL où on pousse un petit peu plus loin, on réfléchit sur ce qu'on a produit, etc. Donc, c'est intéressant. On en a quand même plusieurs qui ont accepté de participer. Ce ne sont pas tous des profs, mais il y en a plusieurs qui ont participé dans ce contexte-là. Donc, articles de praticien. On a aussi des articles un peu plus ouverts, des articles de discussion et débat. Par exemple, on en a, j'ai fait appel à mes collègues du pôle d'expertise en formation à distance Nadia et moi, rédigé un aussi qui est avec un titre un peu humoristique, hein, une ressource éducative libre, ça se mange cru ou cuite. Mais je vous rassure, c'est quand même un article sérieux. Alors, voilà, c'est des articles d'un ton un peu différent. On a aussi des témoignages et entretiens, et même si c'est la dernière catégorie, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et j'attire votre attention, entre autres, sur l'article que Marianne a rédigé sur la situation à l'Université de Sherbrooke, donc l'implantation de la culture des REL, vraiment, vraiment fort intéressant. Très, très, très bon travail. Et l'article que Barbara Classe a piloté aussi, un entretien avec Luc Massot et Pierre Boulet, donc sur la feuille de route ministérielle pour le numérique en enseignement supérieur et en recherche, donc en France. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est des articles quand même qui amènent une perspective très, très large. Et l'article, une autre entrevue avec Colin aussi, qui a co-rédigé l'article qu'on connaît tous, bien sûr. Vous voyez, c'est un numéro assez large, donc 16 beaux articles, et on espère, évidemment, contribuer. On pense que c'est le premier numéro thématique en français sur ces questions-là. En tout cas, s'il y en a d'autres, peut-être vous pourrez me le dire, mais d'une certaine ampleur. Donc, on est très fiers de publier ça. Donc, dès la semaine prochaine, ça va être accessible. Et je peux même vous donner accès tout de suite à l'éditorial que je viens de parcourir. C'est placé sur Google, c'est même pas sur le site de la revue. C'est une version finale, en fait presque finale, avec les en-têtes et les bas de page qui vont peut-être changer, mais pour le reste, tout est finalisé. Alors voilà, j'espère que vous serez comptés parmi nos lecteurs. Est-ce que j'ai partagé déjà le DOI? Je me rappelle même plus. Sinon, je le refais. Le DOI n'est pas fonctionnel pour le moment, mais vous pourrez cliquer dessus d'ici une semaine, 10 jours, et ça devrait fonctionner.
Merci Voilà. beaucoup, Claude, pour ce partage, puis félicitations pour ton implication dans cette revue. Eh bien, maintenant, nous laissons la parole à Perrine de Cotte-Legon et Lucie Grasset pour la conclusion de ce mois de l'éducation ouverte. Alors, merci à vous deux pour avoir bien voulu vous prêter à l'exercice. Alors, bonne présentation, tout le monde. Merci Alors, beaucoup. oui, merci beaucoup également. Je vais partager ma présentation. Peut-être que Lucie, tu pourrais te représenter, même J'en si profite. maintenant tu es très connue. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à clôturer ce riche mois de l'éducation ouverte. Bravo à tous les organisateurs, organisatrices, parce que c'est énormément de travail. Donc, je tiens à vous féliciter. Je suis Lucie Grasset, je travaille à la chaire UNESCO RELIA sur les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle. Je suis chercheuse de projet donc au sein d'une équipe. On est 6 avec Colin de la Higuera qui est enseignant-chercheur. Et on est basé à Nantes, dans l'ouest de la France, à Nantes Université. Je travaille, je collabore avec Perrine et bien d'autres personnes autour du projet de OEG francophone, Open Education Global francophone. Donc, cette collaboration a commencé, je crois, en 2023, l'été 2023. Je venais tout juste d'intégrer l'équipe de la chaire UNESCO RELIA et avec Perrine. J'ai été initiée à toute cette communauté de l'éducation ouverte à travers l'animation de webinaires mensuels. Donc, c'était une façon de m'appréhender toute la diversité aussi et de m'appréhender ce sujet-là qui m'était, avant d'arriver à la chaire, pas connu, enfin inconnu. Donc, je remercie aussi Perrine d'avoir été aussi accueillante et puis toute la communauté également bienveillante par rapport au fait que voilà, j'étais novice sur ce sujet-là. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Perrine de Coetlogon. Dès que j'ai mis un pied à l'université en 2009, j'ai entendu parler de l'éducation verte et j'étais convaincue que c'est ça pourquoi a été fait Internet, c'est-à-dire donner un meilleur accès à l'éducation à tous. Et vraiment, en quelques phrases, eh bien, je suis devenue quelque part une activiste. Ça a pris un certain temps. J'étais à ce moment-là secrétaire générale d'une des universités numériques thématiques françaises en santé et sport. Et puis en 2015, je suis allée au ministère. J'ai fait tout un travail finalement de plaidoyer qui s'ignore. Et comme je suis revenue dans mon université de Lille, j'ai plutôt travaillé sur les technologies blockchain pour l'éducation. Mais en 2020, en voyant que l'adhésion d'Open Education France qui n'existait pas vraiment. C'était le ministère, en fait, qui cotisait pour les universités françaises à Open Education Consortium à l'époque. Je me suis présentée, donc j'ai eu une sorte d'accord oral, formel, et j'ai été élue en 2020 au board d'Open Education Global, ce qui m'a donné des idées. Et en novembre 2020, nous étions sur 2 jours, on avait tenu 21 webinaires, 648 participants uniques de 38 pays différents. Tout ça avec l'aide de Romuald Ramon ici, que j'avais trouvé via les réseaux sociaux finalement, et qui m'avait fait tout un travail de web marketing. Et c'est vrai que j'ai toujours été préoccupée par l'idée qu'il suffit d'une petite communauté agissante pour réaliser de grandes choses, mais il faut toujours renouveler aussi. Il y a des gens qui se lassent, il y a des gens qui veulent faire autre chose. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont toujours pas au courant que ça existe, l'open education. Et donc, j'ai trouvé ça formidable et incroyable de voir ce mois de Léo se mettre en place et, comme vous l'avez dit, grandir et vraiment tout ce monde-là se connecter maintenant avec évidemment la chaire UNESCO qui, au-delà avec Nantes Université, a porté ça en politique publique. On parlait de Pierre Boulet, qui était mon vice-président numérique en 2018, qui n'avait jamais entendu parler de l'éducation ouverte. Alors, il l'a pratiqué sans le savoir parce qu'il était informaticien. Mais justement, quand il a été président de l'association des vice-présidents numériques, il l'a proposé et puis ça a été retenu dans la feuille
de route françaises, etc. Et donc tout ça, on voit que c'est comme une mayonnaise en train de prendre. Et oui, ça prend du temps. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler ma session aujourd'hui clôture et ouverture par un manifeste pour l'accès universel à l'éducation. Comme tu l'as dit, Marianne, on n'en est qu'au début. Il y a des choses qui se créent, ça se solidifie, on se construit. Parfois, on est en retard par rapport aux anglophones, ce qui est un vaste mot, hein, parce que ça désigne, comme nous tous, plein de nationalités qui savent parler la même langue. On a traversé ensemble le 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. Donc, il y a eu des grandes annonces de l'Organisation internationale de la francophonie, 396 millions de locuteurs français dans le monde. On serait passé en 4e position. Alors, on n'est pas dans la compétition, mais on se dit, il y a quand même encore pas mal de boulot, quoi. C'est ça qui est bien. Et je suis très, très heureuse de présenter avec Lucie, parce qu'en fait, là aussi, c'est un peu de l'infrastructure. C'est-à-dire, c'est des choses, en même temps, on est visible, parce que ça fait depuis 2023 qu'on travaille ensemble. Mais il se passe tellement de choses grâce à nos discussions. Je sens bien que Lucie apporte une transition qu'on n'a pas toujours le temps de faire entre nos activités professionnelles, personnelles, et nos dialogues qui ont lieu tous les lundis enrichissent encore de ce qui se passe à Nantes, ce qui se passe à Lille, ce que je vois ailleurs, et aussi ce que j'ai dans la tête et dont je vais vous parler. Donc, je voulais évidemment commencer par le merci. Merci à tous les organisateurs, aux contributeurs, à tous les participants. Évidemment, j'ai fait un petit clin d'œil à Open Education Global. Aujourd'hui, je suis présidente du conseil d'administration d'Open Education Global depuis 2 ans et demi et jusqu'au 31 août. Après, ça sera terminé. Il y a eu cette petite nouveauté que j'ai voulu mettre, donc j'ai trouvé ça très sympa, ambassadeur de l'Open Education Week. Ça veut dire que pour le moment, c'était assez restreint, mais peut-être l'année prochaine, ça vous sera également ouvert. Vous pourrez comme ça arriver avec le label. Je suis un ambassadeur de l'Open Education et je viens vous soutenir, vous dire bravo, vous dire qu'on vous a vu, on vous félicite. Cette année, ce sont les 25 ans de l'Open Education avec le MIT. Moi, désormais, pour faire comprendre dans quoi on se situe dans le contexte actuel tellement mouvant et dangereux, je parle à nouveau de l'accès universel à l'éducation que nous venons soutenir par les technologies. Ce sont les 18 ans d'Open Education Global qui a commencé par être juste l'association issue du besoin identifié d'aller au-delà du MIT et de soutenir dans le monde entier les institutions qui souhaitaient se joindre au mouvement de l'OpenCourseWare. Et j'aime beaucoup l'évolution du site actuellement, qui longtemps, je trouvais, était un peu compliqué à pénétrer. Et maintenant, avec le petit onglet en bas, on a tout en français, très facile à lire. Bon, évidemment, il reste quelques fautes. On a aussi une nouveauté depuis 3 ans, des membres individuels. Vous pouvez tous vous connecter, c'est gratuit. Et vous vous dites, je suis membre individuel d'Open Education Global. Et puis, OEG Connect, c'est le réseau social de l'Open Education. Et à part Barbara et moi qui, de temps en temps, y allons, on peut dire que c'est pas très actif du côté francophone. Mais donc, je vous invite à vous inscrire, en fait, à OEG Connect. Alors, il y a aussi eu la Journée internationale de la francophonie. On se retrouve tous ici chez OEG francophone. Pardon, il faut que je modifie un peu encore mon ordinateur. Et je voulais vous donner un peu les actualités. La conférence 2026, ça a été bien compliqué de décider si on la maintenait aux États-Unis. Il y a eu des discussions, je peux vous dire, très intenses. Ça a duré un certain temps. Et finalement, elle a été maintenue également en présentiel et à distanciel. Donc, c'est une conférence hybride. Il y a actuellement l'appel à manifestation, à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire à proposition. Mais vous pouvez aussi, d'ailleurs, vous inscrire pour demander d'être reviewer des autres. Donc, ça peut vous intéresser
également d'aller voir sur le site d'Open Education Global et le site de la conférence. Et puis, sur les actualités, eh bien, bientôt, il y aura les appels, enfin, dans les mois qui viennent, je crois que c'est au mois de juin, il y a l'appel à candidature pour les récompenses, les awards, les prix d'Open Education Global, les appels à candidature pour les élections des membres du conseil d'administration. Donc, je vous invite tous les francophones à vous signaler. Après, ce sont les membres qui élisent les membres du board. Et puis, il y a eu cette nouveauté en 2025 qui était l'OE Global Tour et qui a permis de faire le tour du monde dans une semaine en réussissant à mobiliser, par exemple, nous, c'était au niveau européen et c'était vraiment une occasion, justement, par exemple, de reparler avec Marcus Daiman, que j'irai voir bientôt en Suisse, puisque j'irai voir Barbara à Berne fin avril. Et ben, cet élan est venu de cette rencontre lors d'OEG Global Tour. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Il y avait également le continent américain, sud-américain, donc nord-américain, sud-américain. Il y avait l'Asie, il y avait l'Afrique. Donc, à chaque fois, ce sont des tels morceaux. On se dit, c'est quasiment impossible. Mais enfin, bon, c'est mieux. C'est pas mal. Moi, je trouvais ça bien. Ça m'étonnerait que ce soit possible au même moment l'année prochaine, enfin, cette année avec la conférence. On verra. Voilà, donc je vous ai quand même mis le programme pour que ça vous inspire et que vous puissiez aller peut-être faire des propositions de conférences, pirater l'écosystème ouvert pour le bien public, innover dans le contenu ouvert pour démocratiser la connaissance, catalyser la connexion humaine, la créativité, la curiosité pour s'épanouir, réinventer ensemble notre vision mondiale commune, donc c'est en lien avec les objectifs de développement durable et l'UNESCO. Et enfin, explorer les technologies émergentes et l'avenir de l'ouverture. Et donc, je remercie Claude, non pas Potvin, mais Claude d'Anthropique, qui m'a aidé à vite traduire et faire des jolis emojis en plus. Oui, Marianne, tu veux intervenir? Oui, mais en fait, merci, Perrine. Moi, j'apprécie toutes ces nouvelles-là. En fait, j'en profite pour peut-être avoir une question d'éclaircissement. Le mode de fonctionnement pour la conférence hybride au MIT, comment ça va fonctionner? Moi, je ne prévois pas traverser les frontières canadiennes pour me rendre en sol états-unien. Donc, est-ce que tout va pouvoir être accessible en ligne ou seulement les keynotes ou... Alors, moi, j'ai compris que tout allait être en ligne, mais comme souvent, c'est souvent une salle, hein. Et je ne fais pas partie du comité d'organisation de la conférence. Ce qui a été vraiment discuté, mais seulement au mois de janvier, hein, c'était c'est peut-être un biais d'optimisme très humain d'espérer que certaines choses aillent mieux, mais non, il a fallu aller au bout des avantages et des inconvénients de maintenir aux États-Unis. Euh, voilà, je vais pas c'est confidentiel, je vais pas vous détailler les résultats du vote, mais typiquement, on est tous en ligne sur Microsoft et aujourd'hui, la surveillance de masse, avant, elle était un peu cachée, là, elle est toute ouverte, quoi, hein. Et des mots sont interdits sur le sol américain. Il faut le dire. Des mots comme antiracisme ou féminisme sont interdits. Voilà, donc, on peut être surveillé pour ça. C'est vraiment, ça va très, très loin. Et donc, moi non plus, il n'a jamais été question que j'aille sur le sol américain. En revanche, je veux dire, il y avait quand même un hommage à rendre à ces enseignants, chercheurs du MIT et toutes ces personnes qui se dévouent et au contraire. Et puis aussi, c'est vrai que les conférences, elles sont toujours devenues régionales. C'est-à-dire que quand elles avaient lieu au Canada, il y avait majoritairement des personnes d'Amérique du Nord. Quand elles avaient lieu à Brisbane, il y avait quand même très majoritairement des Australiens et des Néo-Zélandais. Donc, il n'est pas non plus tellement, et des Asiatiques, mais il n'est pas non plus tellement étonnant que, bon, voilà, ça devienne un peu cette année une conférence plus états-unienne qui permettent aux personnes qui se battent et de se soutenir, de se retrouver. On a eu beaucoup de réponses au questionnaire avec des enseignants qui ont dit « je vais y aller, mais ne venez pas ».
voyez, voilà, les messages sont clairs. Donc, c'était important de rendre hommage pour ces 25 ans à ceux qui continuent à se battre dans le contexte que l'on connaît. Et enfin, à Vancouver, à Cornell University, il y a eu des personnes pour dire dans OEG Connect, parce que la discussion a vraiment bien démarré dans OEG Connect sur ce sujet-là. Et il y a eu des personnes pour dire on va organiser une watch party. Alors moi, j'appelle ça la fan zone. C'est-à-dire qu'on regarde tous ensemble le match qui se joue et on le commente. Et comme ça, entre francophones, vous pourriez organiser un événement où vous regardez ensemble et vous commentez. Vous voyez, bon, ça ne sera pas financé par Open Education Global, mais l'idée, c'est plus d'avoir une salle avec un écran. Et puis comme ça, il y a toutes les discussions autour de ce qui est en train de se passer, de ce qui est discuté, etc. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Est-ce que ça va, Marianne? Oui, oui, puis en fait, je vais regarder, je vais suivre aussi pour bien comprendre, est-ce que toutes les conférences vont être accessibles en mode avant de s'inscrire, là, parce que c'est toujours intéressant de suivre aussi, d'entendre les conférences, keynote speaker, tout ça. Donc, je vais attendre. Ce que je comprends, c'est que pour l'instant, c'est pas encore, l'information n'est pas encore disponible là, sur les modalités du en ligne, mettons. Sur les modalités, non, mais c'est vrai que pour moi, hybride, ça veut dire que c'est en ligne, mais comme on le sait tous, dans les conférences, il y a rarement toutes les conférences qui sont retransmises et redistribuées. Voilà, en tout cas, le programme est très intéressant et il y a eu déjà beaucoup de réceptions et la date vient d'être prolongée, comme vous l'avez vu sur ma slide, au 7 avril 2026. Alors, pourquoi cela ne marche plus? Je suis maudite. Ah, voilà. Alors, c'est bien 25 ans, mais quid des 25 prochaines années? Et qu'est-ce que nous avons conçu pour les années qui viennent? Alors, de mon côté, j'anime depuis plus de 3 ans des soirées chez moi, quand j'en ai le temps, etc., avec une communauté locale. Parce que ce que j'avais bien analysé, c'est que, évidemment, je n'allais pas créer une entreprise, mais je voyais les limites typiquement de mon université de Lille, qui ne suit pas comme l'université de Nantes, malheureusement, le chemin de l'éducation ouverte. Et donc, je me disais, il faut créer une association. Je l'ai appelée Red Bay, le mouvement numérique ouvert. Alors, j'ai vu que ça existait au Canada, Red Bay, mais en fait, c'est un jeu de mots sur Roubaix, la ville où j'habite, dans le nord de la France. Red pour roue et Bay, la baie des pirates, bien sûr, un petit clin d'œil. Aujourd'hui, Open Education Global, c'est une association américaine. La communauté francophone donc, s'est lancée en 2020. Et l'idée, c'est d'avoir un endroit où je puisse, en fait, que je puisse financer, structurer, afin de lancer Open Education Global francophone avec des projets déjà financés ou des endroits où payer. Si un jour on refait une conférence en présentiel, c'est un exemple, ça sera la structure qui permettra de fédérer l'ensemble de l'écosystème. Donc, acteurs publics, privés, pour valoriser, pour préserver, pour développer les ressources numériques, éducatives et scientifiques francophones. Oui, alors d'abord, ça prend beaucoup de temps, cette structuration juridique, la recherche de financement. Et je voulais quand même vous mettre la slide que j'utilise pour sensibiliser des personnes qui ne connaissent pas du tout le mouvement et qui pourraient investir en mode comme dans les fondations américaines, quoi, finalement, comme ce qu'est Open Education Global, qui est financé par la fondation William et Flora Hewlett. Donc je rappelle pour ceux qui ne le savaient pas donc, que c'est une famille. William et Flora Hewlett, ils sont morts dans les années 70 et c'était le fondateur de Hewlett-Packard, HP. Et donc voilà, la famille continue à soutenir le projet, même si évidemment c'est toujours fragile et compliqué et encore un peu plus actuellement. Néanmoins, c'est eux qui ont financé quasiment tout ce que vous voyez d'Open Education aujourd'hui, que ce soit l'UNESCO, que ce soit le réseau GoGN, etc. Et donc, il faudrait trouver des relais et d'autres. Ça fait longtemps qu'on en parle chez Open Education Global et il avait été analysé il y a déjà plusieurs années que ça serait pas mal
de rechercher dans d'autres régions du monde que les États-Unis. Et c'est ce que c'est ce que je fais en fait actuellement avec Red Bay. Donc je parle des transitions, des crises, des ruptures, parce que je trouve qu'il faut arrêter de parler uniquement de transition. On est vraiment. D'ailleurs, je me suis inspirée du Premier ministre canadien pour ce mot rupture. Et à un moment, il faut reconnaître qu'on est en train de collaborer à d'autres niveaux, à d'autres échelles. Évidemment, le développement de l'esprit critique, apprendre à tout âge aussi, parce que aujourd'hui, c'est pour les. On sait tous ici que c'est très bien pour la formation initiale, la formation continue, mais aussi pour apprendre en toute liberté ou pour se reformer, même au-delà de 50 ans. L'innovation technologique, moi, je rajoute toujours, après l'intelligence artificielle, au moins le Web3, il y en a d'autres, mais il se trouve que je suis quand même à l'origine de la transformation numérique des diplômes à l'Université de Lille et aussi des Open Badges. Et on en a émis maintenant 110 000 diplômes blockchain qui servent énormément aux étudiants qui sont très fiers et heureux de cette innovation. Et je parle aussi de réinvention des services publics, parce que finalement, c'est une nouvelle façon de collaborer, mais en même temps de trouver ses ressources, même en dehors des circuits classiques. Donc aujourd'hui, Red Bay, il y a une dizaine de bénévoles, une quarantaine d'experts associés, dont vous faites tous partie. Je veux dire, c'est quelque part, c'est la façon de structurer, c'est de rappeler ce réseau. Et 1500 inscrits, quand j'envoie une diffusion, eh bien, ce sont entre guillemets les restes de l'animation qui a eu lieu en 2020, 2021, 2022 et qui a permis progressivement, parce que c'était encore financé par mon université, donc d'accumuler les inscrits. On était à près de 2000. Vous voyez, il y a une sacrée déperdition quand on ne fait plus un travail aussi, comment dire, méthodologique. Mais je vois bien que tout ce qui arrive, c'est du relais, c'est plus dans mon contrôle et c'est très bien comme ça. Mais il faudra réfléchir à un moment justement si chacun fait vraiment décentralisé ou est-ce qu'on peut apporter. On sera toujours à l'interstice de ce que les acteurs institutionnels n'arrivent pas à faire eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que les acteurs institutionnels font, c'est mieux comme ça, c'est parfait. On a obtenu, évidemment, il y a ce label Open Education Global, francophone, ça c'est depuis 2020. Le rescrit fiscal sur les dons, c'est quelque chose, c'est assez difficile d'obtenir l'intérêt général. Mais surtout, ce qui était nouveau, c'est qu'on est la première association pour l'ensemble de la France à avoir obtenu l'autorisation de recevoir des crypto-monnaies. Voilà. On a reçu juste un don de 5000 euros. Mais qui a permis de payer l'avocat, qui a obtenu le rescrit. Mais c'est ça le cadre, vous voyez. Ça permet de mettre en place ce qu'il faut pour plus tard recevoir des dons. Et puis, dès juin 2025, alors qu'on était à peine, même pas vraiment déposé, vraiment existant, on a fait une première candidature avec le laboratoire de recherche de l'Université du Mans, qui travaille très bien avec Alexis Kaufmann et tout ce qui est ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ça nous a positionné déjà là-dessus. Et l'idée, c'était de faire la dissémination de leurs travaux. Vous voyez, on sera toujours aussi là-dessus. Coordinateur, coordination de projet, dissémination du projet, animation du réseau, formation aux ressources éducatives libres à la pédagogie, au-delà de ce que peuvent faire les établissements. Évidemment, plaidoyer toujours. Alors, pour préparer notre intervention aujourd'hui, Lucie et moi, on avait regardé le gros travail réalisé par Catherine Lachaine, que je salue, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, et vous, Marianne et Mélanie, sur les besoins de la communauté, comment se structure une communauté. Donc ça, c'était vraiment intéressant, parce qu'effectivement, tout ça a été fait un peu comme ça venait, et c'était bien d'avoir de l'élan, mais c'est bien aussi de lire des choses plus avec du recul et d'apprendre. Et donc, on avait vu que pour 30% de la communauté, par exemple, il faut attribuer des rôles dans les organisations, l'animation, la facilitation du processus, définir des listes de thèmes, créer des canaux appropriés pour classer les échanges, etc. Bon, c'est un peu ce qu'avait commencé à faire Simon Rossi, qui nous avait rejoint l'année dernière et qui a structuré ça dans un groupe WhatsApp pour le moment. Il a aussi permis de créer le compte Mastodon et de redynamiser LinkedIn.
Et puis, en fait, il a trouvé que c'était trop lent et il était frustré de la façon dont ça avançait à ce moment-là. Et donc, il aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais je le remercie et je salue tout ce il a fait. Il a aussi créé un compte Zenodo, Zotero, qu'il va falloir maintenant, dans lequel il va falloir abonder, hein. Ça permet d'avoir un endroit où on met tout ce qui est revue euh, scientifique et pédagogique sur ces questions d'Open Education Global francophone. Et d'ailleurs, dès qu'il l'avait fait, il y avait Luc Massou qui m'avait remercié en me disant ah, c'est génial, comme ça on voit nos travaux, les travaux du comité pour la réussite étudiante et l'agilité des établissements, donc cette fameuse feuille de route coréale. Voilà. Donc, on a bien noté ça. C'était un peu prématuré là, pour une clôture, de lancer ce que vous voudriez faire. Moi, j'avais envie de présenter déjà comment je voyais les choses chez OEG francophone. Et donc ensuite, pour qu'on en parle. Donc, ce que je voudrais faire, le premier projet le plus important que voudrait coordonner l'association, c'est une solution technologique parce que je trouve que les REL ne sont pas assez valorisées, elles sont encore très difficiles à trouver. Euh, il se trouve que j'ai travaillé avec plusieurs acteurs qui étaient intéressés par les idées de wallet, c'est-à-dire hein, le portefeuille dans lequel on retrouve ces certificats, diplômes, open badge, etc. Mais moi, ça me frustrait parce que je trouvais ça très sec. Finalement, on ne vit pas d'être dans des portefeuilles numériques avec des certificats, des badges, des portfolios. Et donc, mon idée, c'était de fusionner mon amour pour les REL et l'Open Education avec ce portfolio. Et donc, en fait, ça donne l'Open Education Wallets. C'est l'appli apprenante universelle qui marchera quel que soit le contexte. Et les gens auront l'habitude, peut-être même ça sera mis par les constructeurs par défaut, il y aura une sorte d'endroit où stocker ces cours. On les trouvera très facilement, on les sauvegardera, on pourra les lire, on va dézoomer de l'enseignement supérieur et de la formation initiale et continue. On va dire c'est vraiment pour les individus, pour leur parcours apprenant tout au long de la vie. Et ils pourront mettre des certificats de compétences ou de leurs cours. Et à la fin, ça va leur faire un profil, en fait, qui sera plus intéressant certainement à 40 ans qu'au démarrage, hein, mais qui va permettre peut-être de trouver des emplois, peut-être aussi d'avoir des mini-bilans de compétences déjà prêts, qui permettent de les aider à savoir ce qu'ils veulent faire ensuite. Et puis enfin, ils pourront ouvrir, s'ils le souhaitent, toutes ces compétences et connaissances, il y a plein de données les concernant, ils pourront les ouvrir à des employeurs potentiels euh, et ça va les aider aussi à trouver un boulot ou aussi une formation qui leur permettra de trouver le travail suivant. Et c'est très important à l'heure des transitions, comme on en parlait, avec un mot encore très, très doux, hein, transition, mais on voit bien que derrière, les personnes vont être obligées de se reformer et de changer complètement de se reformer et de réapprendre et d'apprendre de nouvelles compétences. Alors, la solution communautaire, c'est ce à quoi je faisais référence avec les travaux que vous avez faits dans ACFAS. Bon, ben, ce sont des questionnaires, en effet. Il faudra demander si c'est ce que je viens de vous présenter vous motive. Vous aussi, vous allez en faire et il faut qu'on se retrouve sur ces questionnaires et qu'est-ce qui intéresse les personnes. À la chaire UNESCO, il y a beaucoup comme ça de questionnaires, de demandes, de compréhension de ce que voudraient des gens qui ne connaissent pas du tout aujourd'hui l'éducation ouverte. Je pense aux philosophes, hein, notamment. Euh, et puis, ça permettra de répondre ensemble à des manifestations d'intérêt, à des appels à manifestations d'intérêt ou à des conférences. On sait que c'est le plus dur. Organiser la conférence, c'est déjà très important, mais en faire quelque chose et faire avancer les communautés derrière, ça, c'est encore plus difficile. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on est dans un moment un peu délicat qui est entre on se dit, ça fait 25 ans, il y a eu énormément de choses de faites et pourtant, on n'y est toujours pas, quoi. Donc, il y a cette petite crise de la maturité, je dirais, qui est normale dans toutes les organisations et
qui j'espère va se faire rapidement. Donc, moi, j'avais pensé à célébrer les 25 ans de l'éducation ouverte. En fait, j'ai réservé même la salle de conférence qui est à l'Université de Lille, qui me garde, tant qu'on ne leur demande pas, ils nous la gardent. Donc, je m'étais dit, si jamais il y a un incident, si jamais il y a un problème aux États-Unis, on pourrait envisager de faire la conférence ailleurs, mais ça me semble trop ambitieux. Aujourd'hui, je n'ai pas de modèle économique pour cette conférence. On sort de ce mois de l'éducation ouverte, faisons-en déjà quelque chose, travaillons à la communauté. Et puis j'ai même proposé au vice-président formation de Nantes Université de réfléchir avec moi et avec nous tous à un grand événement. Et lui pensait plutôt à Paris, à l'UNESCO, vous voyez, pour avoir un grand moment francophone qui accompagne tous nos travaux en 2027 plutôt. Donc voilà, c'est juste il ne faut pas encore l'annoncer, mais on peut y réfléchir. Vous voyez, je vous l'annonce pour se mettre peut-être en mode, tiens, et si on se rencontrait pour de vrai autour de toutes ces questions entre francophones, mais au niveau international, bien sûr, avec la capacité que nous avons tous de parler d'autres langues. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose à structurer. Donc, je vous disais, RedBay, c'est un peu tout ça, le renforcement des partenariats institutionnels, les plaidoyers, le lien avec Ouvrir la science, l'open, et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour répondre aux urgences contemporaines, de démocratiser l'esprit critique face à l'IA, de lutter contre les replis obscurantistes, et de promouvoir l'inclusion avec des outils accessibles. Et ça, c'est une petite conférence que je vais faire vraiment en local, c'est-à-dire au plus près des personnes, à Roubaix. Roubaix, c'est une grande ville de 100 000 habitants, avec énormément de nationalités. On est à plus de 80 nationalités dans cette ville. Et c'est vraiment l'endroit où, justement, il y a beaucoup de possibilités de faire des conférences qui s'appellent la condition publique, qui vont être sur les communs. Donc, je pense que c'est bien approprié aussi pour reboucler tout ce qu'on fait avec les communautés en dehors de l'enseignement supérieur. Alors, ma solution communautaire la plus importante pour convaincre les autres, je dirais les autres dans l'enseignement supérieur, dans les mouvements ouverts, ce serait un manifeste. Et j'ai voulu me rappeler ce qu'était un manifeste, parce que moi, ça me semblait être la bonne façon d'approcher les choses. Donc, il y a des déclarations qui sont souvent contraignantes, comme les déclarations des droits de l'homme qui deviennent ensuite un texte UNESCO. Le manifeste, c'est plus pour les communautés, pour les militants. Voilà, ce serait le manifeste pour l'éducation ouverte, vous voyez. Donc, il faut une vision et un plan. Après, il y a des stratégies, des appels à l'action, des pétitions, des prises de position et des communiqués. Donc voilà, je ne suis pas une experte de la communication, je n'ai pas fait Sciences Po, mais je me dis que le manifeste correspond bien à quelque chose de fort qu'on pourrait mettre en place, nous, entre francophones. À vrai dire, je l'ai déjà présenté à Open Education Global, mais vous savez, dans un conseil d'administration, on est vraiment sur le fonctionnement des organes, on n'a pas beaucoup de temps. Et ceux qui s'en sont emparés le mieux, enfin, qui étaient le plus intéressés, c'était Open Education Japan. Voilà, donc je peux vous annoncer qu'ils seront intéressés par ce qu'on en fera. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'on doit faire ensemble entre francophones. On doit travailler sur ce manifeste tous ensemble dans les mois qui viennent. On pourra le présenter à l'UNESCO en septembre, on pourra le présenter comme on veut en fait. Hein. On peut le faire monter lors de la conférence aussi. Ça dépend du temps qu'on se donne. Et donc, voilà un peu ce que j'avais noté il y a déjà 1 an, quand j'avais commencé à réfléchir à ce manifeste. C'était de rappeler que nous traversons une période marquée par des mutations politiques, sociales et environnementales profondes, au cours de laquelle l'éducation est appelée à se réinventer pour affronter les défis contemporains d'un monde en évolution accélérée. Cette transformation ne se limite pas à la sphère de l'apprentissage, elle englobe des enjeux d'identité, de reconnaissance des compétences, la refonte des opportunités éducatives, l'accès à un emploi décent, ainsi qu'à un revenu juste et équitable.
Open Education Global incarne un projet profondément humaniste. Il place l'épanouissement des êtres humains et leur développement au sein de leur contexte environnemental et historique, au-delà de toute autre considération. Et donc, le manifeste commençait comme ça. Nous, les défenseurs des organisations éducatives ouvertes, réaffirmons notre engagement envers la Déclaration universelle des droits de l'homme et les objectifs de développement durable. Dans un monde confronté à des défis sans précédent, les mouvements ouverts soutiennent et stimulent la transformation de l'éducation, de la science, de la technologie, des gouvernements et de la culture pour l'amélioration de la société, la préservation des écosystèmes naturels et la restauration des biens communs matériels et immatériels. Ce manifeste s'inscrit pleinement dans le cadre de la Déclaration des ressources éducatives libres, etc. Alors, voilà, je voulais vous lire le démarrage pour vous donner envie. Il n'est pas question ici, j'ai assez parlé, il n'est pas question ici de voir tout le texte. Il y en a un, je voudrais vous le partager après la réunion. J'enverrai à Marianne, Nadia, Lucie, et puis vous le transmettrez. Et puis, je vous invite, pour ceux qui sont motivés, vraiment à me contacter directement pour qu'on travaille sur le fond du texte, sachant que je pense que ça peut vraiment ça peut vraiment donner un écho fort à ce qu'on est en train de faire. Et c'est donc à Open Education Global francophone, ça pourrait servir vraiment d'étendard en fait de ce qu'on veut faire dans les années qui viennent avec ce que je vous ai montré. Voilà, je termine avec un petit clin d'œil à Barbara, puisque pour moi, la prochaine étape de voyage, ce sera la Suisse, que je connais très très mal. Et je suis ravie parce qu'en plus, je pourrais parler allemand. Et moi, je suis d'abord germanophone avant d'être anglophone. Donc, je suis enchantée de cette occasion de voir Barbara et de rencontrer plein de collègues suisses et allemands. Merci à tous. Au revoir, Mélanie. Merci, Perrine. Je ne sais pas, est-ce que voulez-vous que j'anime une période de discussion? Je vous laisse y aller. Bah, oui, c'est vrai que Marcus, mais moi je pense que c'est lié à son intervention. Barbara, je réponds à la question de Barbara là, qui dit que c'est marrant que Marcus est invité à Nantes et Berne. Et surtout, moi j'ai démarré vraiment la discussion, enfin j'ai repris contact avec lui à l'occasion du Tour de l'Europe. Donc c'est amusant, oui, tout à fait. C'est parce qu'il a des choses à dire, parce qu'en fait il parle pas mal de l'open education comme une arme contre le fascisme, ce qui est une discussion importante. Oui, on a eu la chance de l'avoir pendant une semaine avec nous à Nantes. Son planning a été très chargé parce que je crois que c'était pendant la semaine de l'éducation ouverte. Donc, il a fait une présentation dans le cadre de l'O Week. Malheureusement, elle n'a pas pu être enregistrée parce qu'en fait, les personnes qui présentaient n'étaient pas à l'aise avec l'enregistrement en ligne pour des raisons de sécurité. Donc, celle-ci, elle n'est pas disponible, mais par contre, la présentation qu'il a fait ici en présentiel à Nantes, j'ai les diapositives et son discussion paper est disponible. En fait, Marcus m'a dit qu'il pouvait être partagé. Donc, peut-être que nous allons prochainement avoir un article sur le blog de la chaire dès que Marcus aura un petit peu le temps d'écrire, que nous publierons en allemand sur l'un des blogs multilingues, dont le blog Unitwin Inoue. Bon, il n'y a pas l'allemand sur ce blog-là, pardon, excusez-moi. Il y a un autre blog multilingue dans le cadre de l'Alliance européenne qui s'appelle eUniwell, sur lequel on publiera et ensuite on pourra avoir les versions en français. Et on partagera avec l'ensemble de la communauté ces documents. Mais c'est vrai c'était vraiment une chance de l'avoir et c'est drôle qu'en effet, il y a ce lien avec la Suisse. Aussi, on est preneur de vos réactions, enfin de vos questions. C'est bien sûr, faut pas hésiter, prenez le micro. Ou si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Au contraire. Oui, c'est ça. Oui, Barbara il y a dit plein c'est de une choses. personne. Mm.
C'est une personne qui réfléchit, Marcus, qui réfléchit en profondeur à l'éducation ouverte et libre depuis de nombreuses années, notamment avec Rob Faro, évidemment. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que au mois de juin, il y aura l'événement britannique, hein, enfin, on va dire du Royaume-Uni, qui se tiendra à Milton Keynes, à l'Open University britannique. OER. Oui, alors non seulement c'est possible d'avoir la présentation, mais je l'ai déjà envoyée, José Miguel, si vous êtes dans notre liste de diffusion, sinon il faut vous inscrire. Et en tout cas, donc c'est un Nextcloud, puisque l'Université de Lille est sur Nextcloud. C'est un lien Nextcloud qui permet de télécharger la présentation immédiatement. Mais je Attends, peux je vais la... te le repartager. Ah oui, c'est bien, oui, c'est ce qu'il faut Ouais, faire. Barbara l'avait partagé, je crois, précédemment. Je peux le remettre en dessous, José. Hop, voilà. Alors, À merci bientôt. beaucoup. 11h25, on va terminer la session ici. Merci à Perrine et à Lucie pour la présentation. Merci aux gens présents dans la salle. C'est notre dernière rencontre pour le mois de l'éducation ouverte. Bonjour Valérie, contente de te croiser ici. Bonjour, effectivement, je me dis, bon, finalement, je te rencontre en ligne. Ben oui, après tous ces échanges courriels. C'est bien, il n'y a pas de souci. Contente Alors, de ces belles échanges, merci. ben merci pour ta présence et à tout le monde. Il y a des séances qui ont été enregistrées. La séance d'aujourd'hui aussi sera mise à disposition. Si vous avez un enjeu pour qu'on diffuse aussi la séance de discussion, juste me contacter. On va faire de l'édition avant de la mise en ligne, aucun problème. Parce qu'il y a des gens qui se sont joints alors qu'on avait déjà fait l'annonce de l'enregistrement. Donc, faites juste me contacter, aucun problème. Puis ben, j'espère vous recroiser bientôt, prochainement, pour d'autres activités autour de l'éducation ouverte. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.